Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau du dimanche soir avec, comme chaque semaine, mon co-présentateur, le professeur Ibrahima Silla. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Ali. Tout à l'heure, nous allons recevoir le fondateur de Téléécole qui viendra nous parler de la nouvelle plateforme Live Edu. Il s'agit de M. Hassan Bouk, ainsi que le rappeur-chanteur Leuz Diwanji qui viendra nous parler, nous présenter son nouveau single intitulé Wiruwai. Mais tout de suite, nous allons accueillir le directeur des transports routiers du Sénégal. Il vient nous parler de la semaine mondiale de la sécurité routière qui s'est déroulée sous l'égide des Nations Unies, qui a été célébrée du 17 mai au 23 mai dernier. Nous avons le plaisir de recevoir, comme je viens de dire, M. Cheikh Oumar Gueye. Bonsoir, M. Gueye. Bonsoir Alioune, bonsoir professeur Silla. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Tout le plaisir est pour nous. Comme je viens de le dire, nous avons célébré la semaine dernière la semaine mondiale de la sécurité routière qui a été organisée toutes les années, je pense, par les Nations Unies. Et c'est vraiment un problème, je pense, planétaire actuellement, la sécurité routière, vu que les routes tuent plus d'1 million de personnes par an dans le monde. En Afrique, je pense que c'est plus de 200 000 personnes. Au Sénégal, c'est presque 1000 personnes par an. Qu'est-ce qu'on fait pour remédier à ça actuellement? Alors, vous l'avez dit, à l'instar de la communauté internationale, le Sénégal a célébré la Semaine mondiale de la sécurité routière, instituée par les Nations Unies. Chaque année, donc, prendre une semaine pour parler effectivement de sécurité routière et en tout cas tous les facteurs qui concourent donc, à améliorer en tout cas cette sécurité routière. Vous l'avez dit, il y a 1 400 000 personnes qui meurent par an de par le monde du fait de l'insécurité routière, du fait des accidents de la route. L'Afrique, effectivement, avec un taux de motorisation très faible, donc en tout cas comparé avec le nombre de décès, à une part assez considérable. Donc, vous l'avez dit, plus de 200 000 morts par an. Et pour le Sénégal, c'est vrai, chaque année, nous enregistrons moins de 1000 morts, en tout cas officiellement, on va dire, parce que on va y revenir tout à l'heure sur la collecte et la gestion des statistiques de données d'accidents. Ce que nous publions généralement, c'est les statistiques donc, sur le coup, et en tout cas les trois jours qui suivent, en tout cas, qui suivent l'accident. Donc, et ces statistiques nous donnent en tout cas en moyenne 750 morts par an. On va le dire. C'est très considérable, hyper considérable, mais l'État du Sénégal a, sur tous les facteurs qui sont très déterminants dans le cadre de la gestion de la sécurité routière, que ce soit le facteur infrastructurel, parce qu'il y a 3 facteurs globalement. En plus, maintenant, il y a d'autres facteurs qui permettent d'encadrer et de combler. Donc, il y a le facteur infrastructurel. On le sait, hein, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis par l'État depuis 2012, ou même avant d'ailleurs. Mais en tout cas, depuis 2012, on a trouvé un réseau en bon moyen état, en tout cas moins de 70%. Là, on est à plus de 86% de réseaux en bon réseau revêtu en matière infrastructurelle. Donc, en bon et moyen état, avec le développement de nouvelles infrastructures routières sur toutes les nationales, vous l'avez vu dans tout le pays, et le développement des autoroutes. Ça, c'est pour améliorer carrément l'infrastructure routière et tout ce qui va avec toute la signalisation qui permet de communiquer avec les usagers, la signalisation verticale comme horizontale. Donc, des efforts considérables ont été, en tout cas, déployés par l'État dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure, sans compter du budget de 50 à 60 milliards par an que nous consacrons pour l'entretien routier. L'entretien routier, on va y revenir avec les surcharges, en tout cas sur de poids et de gabarit, avec le règlement 14, on va y revenir. Maintenant, sur l'autre facteur, c'est le facteur matériel roulant, véhicule. Les véhicules, effectivement, à l'issue du plan d'action qui a été mis en place déjà en 2011 avec le plan national de sécurité routière,
avec les accords que le Sénégal a signés un peu partout, avec les conférences de Moscou en 2009 et les autres conférences de Accra, qui demandaient aux États membres de bâtir une stratégie ou un plan national de gestion de la sécurité routière. Ça a été le cas en 2011. Le Sénégal a adopté en Conseil des ministres un plan national de sécurité routière qui devait, sur une décennie, en tout cas, gérer avec des indicateurs mesurables comme pour permettre d'évaluer les actions de l'État vis-à-vis de la lutte contre l'insécurité routière. Ça coïncidait effectivement avec la nouvelle décennie que les Nations Unies avaient, comment dirais-je, lancée de par le monde. C'est la décennie 2011-2020 qui engageait les États à réduire les accidents et leur gravité au moins de 50%. Nous, on s'était engagé pour 35% de réduction, donc le Sénégal. Et dans le plan d'action de sécurité routière, il y a effectivement ces trois piliers-là qu'il faudra donc faire. Donc, pour revenir sur le parc roulant, c'est d'abord de traiter l'existant. Nous avons un parc très vieillissant. L'âge est un parc hyper vétus qui a un impact certain sur effectivement l'insécurité. Malgré le fait qu'on a limité, il y a une limite d'âge par rapport au véhicule. Oui, je vais revenir sur la limitation d'âge. C'était d'abord de mettre en place donc un centre de contrôle technique moderne qui permet effectivement déjà de traiter le parc existant. C'est le parc que nous avons ouvert à Anne depuis 2012 et que nous devions effectivement étendre sur l'étendue du territoire pour l'équité, pour des problèmes d'équité et d'harmonie, ainsi de suite, ce qui tarde à venir parce que des procédures... Et pour le problème aussi du temps. Du temps. Voilà, exactement. Voilà, ça a pris beaucoup de temps. Exactement. Ça a pris beaucoup de temps pour surtout mettre... pour les rendez-vous. Oui, ça a pris beaucoup de temps, mais quand même, ça s'est fortement amélioré avec beaucoup d'actions. Donc, c'était déjà amélioré, en tout cas, ou bien traiter le parc existant. L'autre activité sur le parc, c'est le renouvellement. Surtout le parc de transport public de voyageurs. L'âge moyen est plus de 30 ans. Il fallait mettre en place des programmes de renouvellement pour déjà juguler ce qu'on appelle le coût des externalités négatives que nous avons sur le transport, surtout en urbain. On comptait près de 100 milliards, 108 milliards par an de pertes, en tout cas, du fait des externalités négatives liées au transport. Les accidents, c'était à l'ordre de 75% de ce budget-là. L'évaluation qui a été faite aussi par le Sénégal, par nos partenaires financiers, c'est dire que le Sénégal perd au moins 3 à 4 points de PIB du fait des accidents de la route. Et que la contribution globale du secteur des transports, en général, dans tous les pays du monde, c'est au maximum 8% du PIB. Au Sénégal, on est vers 5-6% du PIB. Si on défalque les 3-4% de points de PIB perdus du fait de ces externalités, vous avez vu que tous les efforts sont annihilés effectivement par certains secteurs routiers. C'est pourquoi il est très rentable de s'investir dans ce domaine-là, parce que ce sera une rentabilité socio-économique, pour ne pas dire humaine, carrément, parce que c'est des vies humaines qui sont préservées. Alors, toujours sur le parc, c'était déjà le renouvellement du parc, traiter aussi le parc existant. Prendre une mesure réglementaire pour limiter l'âge d'importation des véhicules. Et là, c'est vrai, en 2001 déjà, il y avait une limitation à 5 ans pour les véhicules. Ça avait eu comme l'avantage, effectivement, d'inverser un peu la tendance et permettre à nos concessionnaires de pouvoir vendre et les Sénégalais d'avoir des véhicules neufs. Mais après, avec la motorisation, en tout cas la croissance de la motorisation au niveau mondial et même au niveau de notre pays, on a voulu desserrer un peu en 2012 pour aller à 8 ans, pour permettre surtout au transport public, c'était ça l'objectif, de pouvoir, en attendant d'avoir le renouvellement global avec des véhicules neufs, qu'eux-mêmes, qu'ils puissent s'investir sur des véhicules moins âgés, parce que l'âge moyen, j'avais dit que c'était 30 ans. Si on a un véhicule de moins de 8 ans déjà, ça peut améliorer carrément. En plus, ça dépend des marques aussi. Ça dépend des marques. On aurait pu prendre cet aspect en compte, parce qu'il y a des marques qui sont vraiment beaucoup plus solides, beaucoup plus robustes. Tout à fait. Alors, mais ce qu'on a eu comme résultat après évaluation de cette mesure réglementaire, en fait, on va dire réglementaire, c'est qu'effectivement, au niveau des particuliers, l'effet escompté a été vraiment salutaire et positif. On est passé d'un parc avec un âge moyen de 27 ans pour les particuliers
à 17 ans de moyenne d'âge actuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous tous, nous achetons des véhicules importés d'occasion d'Europe. Et ça a eu comme avantage de baisser l'âge du parc des particuliers. Mais ça n'a pas eu d'impact sur les véhicules de transport parce que malheureusement les acteurs de transport n'ont pas en tout cas saisi l'occasion pour en tout cas renouveler ou bien changer leur outil de travail. Ce qui fait qu'effectivement, là, on a assisté à un doublement carrément. On assistera à un doublement, c'est le cas. Donc du parc automobile immatriculé tous les 10 ans. Parce qu'il y a une croissance de 10% par an de nouvelles immatriculations de véhicules au Sénégal. Absolument. Vous voyez. Et cette croissance a un impact certain sur les accidents. Si la base augmente, effectivement, mais moins proportionnellement, nécessairement, les accidents augmentent. Ça, c'est le facteur véhicule. Absolument. Maintenant, il reste le facteur humain, le facteur humain, voilà, le plus important. Le 90% des facteurs, en tout cas, il est reconnu au niveau mondial aussi, que 90% des causes d'accidents, c'est le comportement humain. Alors, dans le comportement humain, on entend signifier toutes les activités. Non seulement il y a le conducteur, naturellement, qui conduit le véhicule. Il y a déjà les aptitudes pour conduire, la délivrance du permis de conduire, ça c'est un, qui n'est pas une fin en soi. Qui était, en plus que les statistiques d'accidents nous montrent que ce sont les chauffeurs ou bien en tout cas les automobilistes conducteurs les plus expérimentés qui font les accidents. Tous ceux qui font les accidents, ils ont leur permis âgé au moins de 7 ans. Ça veut dire que les nouveaux conducteurs ont même peur de sortir. Ils sont beaucoup plus prudents, ils ont même peur de sortir, ainsi de suite. Ce sont pratiquement ces chauffeurs-là expérimentés qui, par excès de confiance, font certaines en tout cas, manœuvres qui ne sont pas conseillées par le code de la route. Donc, il y a l'aspect comportement, l'aspect formation, l'aspect conduite qui est visé à ce niveau-là. Il y a aussi, dans le facteur humain, il faudra mettre la visite technique des véhicules. Parce que la visite technique est délivrée par des individus. Oui, s'il y a une défaillance... Là, c'est le côté motorisation. Aussi. Motorisation, c'est le côté motorisation. Mais s'il y a une défaillance sur la délivrance, s'il y a effectivement, je veux dire, en tout cas... Ça, c'est systémique quand même. C'est systémique. C'est systémique, voilà. C'est très systémique. Donc ça, c'est le comportement. Ça, on va y revenir tout à l'heure. Voilà. Il y a beaucoup de problèmes sociaux. Voilà, sociaux. Maintenant, dans le comportement humain aussi, il y a le contrôle routier. Le code de la route est le seul arbitre qui dit aux usagers et qui définit les différents usages de la route et qui définit comment un usager doit se comporter sur la route. Que tu sois piéton, que tu sois automobiliste, que tu sois même les animaux en divagation, ainsi tout a été prévu par le code de la route. Et les conditions même, on va dire, donc climatiques, en saison de pluie, la nuit, s'il y a le vent, ainsi de suite. Le code de la route a défini le comportement que doit avoir en tout cas l'automobiliste. Donc le respect scrupuleux du code de la route. Maintenant, il y a d'autres aspects qui relèvent du contrôle routier, les défaillances constatées sur les défauts de papier administratif, les défauts sur le véhicule, les défauts sur le chauffeur qui conduit sans ceinture de sécurité, qui est en excès de vitesse, qui fait des dépassements dangereux. Donc ça, c'est le comportement humain qui est incriminé à ce niveau-là. La plupart des accidents, c'est à ce niveau-là. Et là, il y a des activités de sensibilisation, comme la semaine mondiale de sécurité routière, qui permet effectivement de revenir sur la communication, sur l'éducation et conscientiser encore donc, les acteurs. C'est le lieu de féliciter tous les acteurs qui accompagnent en tout cas l'État, donc les ONG, les associations, dans le cadre de l'animation, donc la prise en charge de cet aspect communication, de cet aspect prévention routière. Donc, qui est à saluer. Et saluer le rôle joué par la presse, hein, parce que c'est la presse qui nous permet effectivement de diffuser, de communiquer avec les usagers et d'éduquer et donner la bonne information, ce qui donne effectivement les résultats que nous avons. Absolument. Voilà globalement ce que nous avons fait à ce niveau-là, sans compter maintenant effectivement de l'encadrement. De l'encadrement qu'il va falloir avoir. Prendre en charge les victimes d'accidents, donc la prise en charge post-accident et l'équipement donc des services d'urgence médicale, l'équipement aussi de certains en tout cas, services qui permettent effectivement de mieux prendre en charge en tout cas, les victimes d'accidents et avoir une structure dédiée à la gestion et à la coordination donc, des activités de sécurité routière. Ça a été une directive de l'UOMOA qu'on a transposée dans nos différents en tout cas, textes. Et je pense que très prochainement, vous allez voir
donc une structure autonome qui est chargée de coordonner toute l'activité des secteurs routiers. Parce que là, on est tellement dispersé. Au niveau du ministère des Infrastructures, il y a au moins 3 ou 4 structures qui parlent de la même chose. La direction des transports qui parle de secteur routier. Si vous allez à la Giroute, il y a une division secteur routier. Si vous allez au CETUD, en urbain, il parle de secteur routier. Voilà. Si vous avez dans d'autres Vous êtes également le directeur exécutif du CETUD. Donc, moi, je suis membre du conseil d'administration. Bon, j'étais là-bas. J'étais le directeur des opérations du CETUD. J'étais là-bas pendant 10 ans. Voilà, donc, pour dire. Donc, et les autres structures, la police à sa branche sécurité routière et donc contrôle routier, la gendarmerie ANA, les autres, les collectivités territoriales, il y a certains qui effectivement agissent sur la sécurité. Donc il faut une coordination globale parce que c'est un sujet qui est transversal, qui touche beaucoup de ministères, et qui touche pratiquement l'ensemble des populations. Parce que, moi je le dis tout souvent, tout usager est ingénieur de transport. Tout usager a son plan de déplacement. S'il se lève et donc quitte chez lui, il a son plan de déplacement. Je vais prendre tel véhicule avec tel budget de temps, je prends tel itinéraire. Ça, c'est un plan de transport et chacun a son propre plan de transport. C'est pour dire que c'est un problème social qui est là, donc, de tous les jours, qu'on doit prendre en charge et l'État est en train de prendre. Avant de parler peut-être du problème humain, même par rapport au parc roulant, là, ce qui nous étonne un peu de plus en plus, c'est comme vous avez dit, nous avons une structure qui fait le contrôle technique ultra performant, vraiment de très haut niveau. Et néanmoins, on voit toujours qu'il y a des véhicules qui, à mon avis, ne devraient plus rouler. Et chaque jour, on rencontre des véhicules, on se dit, mais comment ils ont fait pour avoir la visite technique? Alors que nous, quand on y va, moi, personnellement, quand je passe, mais je trouve que c'est très, très, très strict. Les gens, c'est des contrôles, vraiment, même l'humain n'intervient plus, c'est l'ordinateur qui vous dit, même, votre freinage, il est à 75%, et des trucs comme tout est parfait, nickel. Et comment ces véhicules font pour passer? Une partie de la réponse, vous l'avez déjà donnée. Vous l'avez vraiment donnée. C'est pour dire qu'effectivement, la première question qu'il faudra poser, c'est de dire, est-ce que ces véhicules qui roulent là ont la visite technique d'abord? Est-ce qu'ils ont la visite technique? Les gens en parlent, oui, qui a donné, est-ce que ce véhicule-là, il roule, est-ce qu'il a la visite technique d'abord? Parce que maintenant, il y a une sorte de, je vais dire, de mouchard. Comme on n'a plus de vignette, on prend maintenant une étiquette pour mettre, dire qu'on a la vignette. Donc les policiers en général, dès qu'ils voient, ils regardent, ils peuvent voir tout de suite si vous avez la vignette technique ou pas. Nous, donc, ce que nous avons à Dakar, tous les véhicules immatriculés à Dakar doivent obligatoirement passer au centre de contrôle technique de Anne pour avoir sa visite technique. Les statistiques que nous avons, on va dire à Dakar, 450 000 véhicules immatriculés à Dakar. Officiellement, je dis, ce que nous avons dans nos bases de données, ceux qui sont passés directement venir immatriculer officiellement leurs véhicules. Il y en a qui roulent sans immatriculation, il y en a qui roulent avec des faux papiers, etc. Ça, il faut le dire. Mais nous, officiellement, les statistiques officielles de l'État du Sénégal, qui sont dans nos bases de données, qui peuvent être vérifiées et vérifiables tout de suite, c'est 450 000 véhicules immatriculés à Dakar. Environ. Ces véhicules-là doivent obligatoirement passer le contrôle technique. Maintenant, il faudra prendre 10 à 15% de véhicules qui sont en rebut, des véhicules qui ne roulent plus, des véhicules, ainsi de suite. Donc, ça veut dire qu'au moins les 400 000 véhicules doivent passer annuellement la visite technique à Dakar. Les statistiques que nous avons un taux de fréquentation actuel du centre de contrôle technique de 60%. Ça veut dire qu'il y a 40% des véhicules immatriculés à Dakar qui ne passent pas au centre de contrôle technique. Donc, qui n'ont pas la visite technique. Ça, c'est une information de taille. Il y a 40% des véhicules immatriculés à Dakar qui ne sont pas passés au contrôle technique de Dakar, donc qui n'ont pas la visite technique en bonne et due forme chez nous. Ça veut dire, donc, il faudra intensifier le contrôle routier. Tout à fait. Parce que ne serait-ce que ce qu'on pourrait appeler un délit de faciès, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on voit un véhicule qui est vraiment vétuste, la première chose à faire, c'est de contrôler ce véhicule. C'est le code qui l'a dit. Exactement. Le code l'a dit. Le code l'a dit. La visite technique n'est pas une fin en soi. Tout à fait.
c'est l'inspection du véhicule à un temps T. À T plus 1 ou bien temps plus 1 heure, des défaillances peuvent survenir parce que c'est de la mécanique. Donc, ce n'est pas une fin en soi. C'est pourquoi on vous donne une aptitude technique et vous demandez effectivement de revenir à la prochaine, au prochain rendez-vous. Ça peut être 1 an, ça peut être 6 mois pour les véhicules de transport, c'est 6 mois. Pour les véhicules particuliers comme nous, c'est tous les ans. Mais vous n'êtes pas dédouané, effectivement, d'entretenir, de faire de l'entretien préventif, d'entretenir, votre frein a des défaillances, vous le réparez. Vous n'attendez pas encore le prochain rendez-vous pour réparer. Mais nous avons effectivement ce laxisme-là au niveau des usagers. Mais quand même, le code de la route dit très clairement, si visiblement la circulation d'un véhicule, visiblement, de par la carrosserie, de par l'aspect extérieur, je veux dire, de par, en tout cas, ses aspects mécaniques, même s'il a le contrôle technique, même s'il a le certificat d'aptitude technique, si on voit que ça constitue un danger pour le conducteur et pour les usagers et les autres usagers de la route, c'est un motif d'immobilisation. Tout à fait. Et les forces de défense et de sécurité préposées à ce contrôle routier a l'obligation de l'immobiliser. Ça, c'est le côté, a fortiori, maintenant, les véhicules qui n'ont pas le contrôle technique. Tout à fait. Donc, c'est des cas qu'il faudra vraiment faire. On a fait beaucoup d'opérations de corps-point. À chaque fois qu'on se lève pour booster les gens, faire des opérations corps-point, on se rend compte que les gens n'avaient pas le contrôle technique, ils viennent pour faire le contrôle technique. Vous voyez. Donc, il y a cet aspect-là. Donc, c'est pourquoi je répondais pour dire, est-ce que tous ces véhicules-là ont le contrôle technique? C'est non, parce qu'il y a 40% des véhicules. C'est bien, mais il faudrait peut-être que ce soit quelque chose qui soit continu. Oui. D'autant plus que, comme vous l'avez dit, il y a vraiment de plus en plus de véhicules qui sont immatriculés. À la fin, on va se dire comment on va s'en sortir. Ouais, parce que vraiment, les routes ne sont pas illimitées et de plus en plus, on voit qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Mais avant de passer la parole à Ibrahima, pour en venir maintenant au facteur humain, qui est le facteur le plus déterminant, oui. On a vu que depuis quelques années, peut-être que le passage du permis n'est plus aussi strict que nous de notre temps, peut-être. Je veux dire... on voit de plus en plus de gens. Moi, vraiment, quand on est sur la route, parfois on se dit, mais en quelques années ou bien en quelques décennies, les choses ont complètement changé. Il y a des gens qui roulent et qui savent pas conduire. Je pense que peut-être, je sais pas, ils ne maîtrisent pas le code de la route. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas un laxisme, hein, franchement, il faut le dire. Parce qu'on a vu un reportage sur une chaîne étrangère qui nous a montré... Ça, c'est 2013. Oui, mais quand même. Ça, c'est 2013. Je pense même qu'en France, maintenant, les permis sénégalais ne sont plus autorisés. Non, ça, c'est autre chose. Je vais l'expliquer ici. Ça, c'est autre chose. Peut-être je peux aborder ça avant de répondre. Bon, oui, en France, les permis sénégalais. Pourquoi en France? En France, nous avions un accord tacite de convertibilité de permis de conduire. Et ça, je pense que c'est tacite à travers tout le monde. Non, non, à travers tout le monde. Non, c'est pas tacite. Parce que le code, il est international. Non, justement, c'est pas ça. À travers tout le monde, vous pouvez voyager et conduire avec votre permis de conduire pendant 6 mois seulement. Exactement, c'est ce que j'ai dit. Seulement. Donc ça veut dire que c'est quelque chose d'universel. J'en viens. Les accords de convertibilité de permis, c'est pour nos compatriotes résidents. Parce que si vous êtes considéré résident 6 mois après votre séjour dans un pays étranger, donc les 6 premiers mois, vous n'êtes pas considéré comme résident, donc vous n'avez pas besoin de chercher le permis de ce pays-là, de transformer votre pays. Maintenant, ces résidents qui souhaitent transformer leur permis en permis donc, avec le pays partenaire, si le Sénégal a un accord bilatéral de convertibilité donc, de permis de conduire, ça se fait naturellement comme ça se faisait avec la France. La France, malheureusement, on va le dire, depuis l'indépendance, c'était juste un accord tacite. C'est un accord tacite qui n'était pas écrit. Donc, ce sont ces pratiques-là qu'on faisait. La France acceptait nos permis, nous acceptons le permis pour faire la conversion. Jusqu'à récemment, au mois de mars dernier, l'Union européenne a harmonisé les permis en Europe et a demandé à ses États membres de formaliser leurs accords bilatéraux en matière de convertibilité de permis de conduire, pour que, effectivement, que ces permis-là puissent rouler, en tout cas, puissent être valables sur toute donc, la zone donc, de l'Union. D'accord?
Donc, du fait que le Sénégal et d'apporter la preuve, hein, d'apporter la preuve, et du fait que le Sénégal n'avait pas encore signé jusqu'ici d'accord tacite écrit avec la France, donc c'est pourquoi le Sénégal n'était pas sur la liste là. On a envoyé un projet d'accord de coopération en matière de convertibilité. Donc le travail est en cours avec la coopération française. Je pense que dans les prochains jours ou mois, vous allez voir qu'effectivement, ce sera un vieux souvenir. C'était ça. Oui. Donc ce n'est pas lié au problème de fiabilité. Mon souci, c'est par exemple, par rapport au passage du permis de conduire. Oui, j'en viens, je réponds sur ça. C'est juste un élément que je vais apporter de plus, c'est-à-dire qu'on voit que les auto-écoles, comme on les appelle, maintenant, on vous dit que vous passez par l'auto-école et jusqu'à l'obtention du permis de conduire. C'est-à-dire que vous venez, vous payez et on vous garantit le permis de conduire. Nous, de notre temps, ça, c'était inimaginable. C'est-à-dire que vous faites l'auto-école, mais quand même, vous allez passer. Et parfois, on vous dit, ouais, vous ne passez pas, vous êtes recalé. C'est le cas. Mais actuellement, on voit des gens qui directement, à partir de l'auto-école, passe tout le temps. Parce qu'il faut qu'on se dise les choses vraies. Oui, bien sûr. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que il faut forcément crever l'abcès. C'est-à-dire quand il y a un problème, il faut vraiment qu'on l'adresse pour qu'on puisse sortir de ça. Parce qu'il y a vraiment trop d'accidents, il y a vraiment trop de morts. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui conduisent et qui ne savent pas conduire, en fait? Bon, pour revenir sur l'examen, je le dis, l'examen, ce sont les mêmes, malheureusement, on va le dire, c'est les mêmes procédés qui sont utilisés depuis lors pour faire l'examen de permis. C'est archaïque. Ça, il faut le dire, c'est archaïque. C'est le même procédé qui est utilisé depuis que... Bon, maintenant, il paraît que c'est écrit. Il paraît que... Il y a l'écrit, il y a l'oral. Nous, de notre temps, il n'y avait pas d'écrit. Non, là, il y a l'écrit. Moi, j'ai eu mon permis en début 2000. En début de 2000, ça fait 20 ans, et j'ai fait l'écrit. Moi, j'ai eu mon permis en 88, en 87. Donc ça s'est amélioré alors. Donc il y a l'écrit, il y a l'oral. Ça, c'est l'aspect partie théorique de l'examen du permis. Parce qu'il y a deux permis, deux parties. La partie théorique et la partie pratique. Alors, la partie théorique, si vous réussissez, donc automatiquement, ce qui se passait, vous pouviez aller directement faire la conduite. Moi, lorsque j'ai passé mon permis, en 2000, j'étais en salle d'examen, j'ai fait moins de 7 fautes, j'ai réussi, on m'a dit, attendez, après vous allez faire la conduite tout de suite. J'ai fait la conduite, après c'était un seul examen. Ah oui. Ce qui s'est passé justement. Il fallait revenir. Ce qui s'est passé, non, j'avais réussi, je ne connaissais personne. Je n'étais pas directeur en fait, oui, non, nous, même quand vous réussissez au code, vous reveniez après pour faire la conduite, c'était pas automatique. Nous, c'était automatique. En tout cas, en 2001, c'était automatique. Okay. C'était automatique, voilà. Jusqu'en 2013, justement, avec cette vidéo-là. Un Français qui vient au Sénégal, le même jour, il passe son examen, soit son examen théorique, passer son examen pratique et avoir ce permis et repartir le même jour. Avec tout ce que ça comportait comme... Oui, voilà, absolument. tout ce qui a été dit. Je ne reviens pas sur ça, je n'étais pas là. Bon, tout ce qui a été dit. C'est en ce moment que mes prédécesseurs avaient pris, avec les ministres qui étaient là d'alors, avaient pris maintenant, effectivement, la décision, par voie réglementaire, de décaler, avec un intervalle d'1 mois, l'examen théorique et l'examen pratique, pour permettre aux gens, juste après le code, de pouvoir au moins s'exercer le mois-là pour venir faire l'examen pratique. C'est ce qui se passe en ce moment. Nous, c'était ce qui se passait C'est ce qui se passe en ce moment. Alors, maintenant, nous, on est en train d'améliorer. Il y a beaucoup de choses qui sont décriées, il y a beaucoup de choses qui sont là. On est en train d'améliorer. L'amélioration, c'est quoi? Vous allez le voir dans les prochains jours ou mois. C'est supprimer tout contact humain lors de l'examen théorique d'abord. Comme ça se passe dans tous les pays, en tout cas dans certains pays. Ça ne se passe pas comme ça dans les pays africains. Vous allez voir. C'est le même système que nous avons. Mais il faut progresser. Il faut améliorer. C'est pourquoi nous, on est en train de déployer une solution, donc une application audiovisuelle. Équiper nos centres d'examen d'ordinateurs avec un système logiciel, une application qui examine le candidat. Sans contact. Vous venez, vous êtes devant l'ordinateur et donc l'ordinateur parle au moins les 6 ou 8 langues codifiées.
plus le français. Vous voulez être examiné en Wolof, on vous dit tapez sur un bouton. Si vous êtes alphabétisé en Wolof. Non, même si vous n'êtes pas, si vous êtes alphabétisé, ça parle Wolof comme, voilà, c'est très facile, on a fait les tests, c'est très facile. Maintenant, il y a des situations de conduite que la machine vous montre. C'est vocal, c'est pas écrit. C'est vocal, c'est audiovisuel. Vous le voyez, c'est audiovisuel, c'est pas écrit. Donc vous répondez. Alors, si vous réussissez, automatiquement, vous avez votre résultat. Si vous n'avez pas réussi, vous n'allez pas passer. Absolument. Donc ça, c'est la première étape qu'on est en train pour l'améliorer. On va voir ça très rapidement. L'autre point d'amélioration, c'est effectivement de mettre en place un grand circuit d'examen, centre d'examen, avec tout ce qu'il faut, comme non seulement les simulateurs, parce que dans la pratique, on aura deux formes d'examen. L'examen avec les simulateurs, mais l'examen avec le véhicule carrément sur circuit, avec des obstacles, comme ça se fait, en bonne et due forme. Ça, il y a un projet qui est là en cours, on va l'exécuter cette année à Diamniadio, avec ce grand centre-là, pour carrément améliorer. C'est pour dire qu'on n'a pas fermé les yeux, qu'on n'a pas peur de crever l'abcès, mais il y a ces imperfections qui sont là, avec le contact humain, avec tout ce que ça comporte, ça, il faut le dire. Tout à fait. Mais voilà les améliorations que l'État est en train de mettre en place. Bonjour, professeur. Vous nous avez parlé de la sécurité routière et on comprend que vous avez initié un certain nombre de mesures, de solutions destinées à lutter contre les accidents, l'insécurité routière. On a l'impression que quand on étudie ce problème, cette problématique, qu'on est souvent confronté à des contradictions. Parce que vous avez identifié qu'il y a un problème d'infrastructure et donc l'État investit pour faire de nouvelles infrastructures. Mais quand on fait des infrastructures, on ne prévoit pas assez d'aires de repos. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous allez aux États-Unis, en France, on dispose d'aires de repos qui permettent aux transporteurs entre des villes de se reposer. Deuxième contradiction, on fait dans la capitale un excellent centre de contrôle technique des véhicules et dans les régions, on reste dans le système à l'œil nu, archaïque, traditionnel. Contradiction. À un moment, une société doit faire, je pense, un choix. Autre problème, visite technique, les papiers, tout ça. On vante les mérites de l'informatique, du numérique, et d'autre part, on reste dans le contrôle archaïque où l'on donne son permis, on montre si on a son contrôle technique. Alors, M. Gueye, vous êtes très bien placé aujourd'hui pour réaliser cela. Et vous faites déjà beaucoup de choses. On le sait, on le voit. Alors, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'aller vers ce nouveau système pour inverser la tendance et ne plus avoir cette information qui nous dit de temps en temps que la route tue plus que le coronavirus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Merci Sila. Vraiment, c'est des questions de fond que vous venez de soulever. Je vais commencer par le dernier. Pourquoi on utilise toujours les moyens archaïques pour faire le contrôle routier? C'est ça, pour résumer. La question, c'est ça. Fort heureusement, je m'attendais à cette question-là. Vous avez vu, on a le projet Cap Karangé, le projet de numérisation et de sécurisation des titres de transport. Pour pouvoir faire le contrôle routier, donc à distance connectée, on va dire, avec des appareils embarqués, des terminaux, il faudra avoir déjà le dispositif. Il faudra avoir le contenant sécurisé, mais connecté. C'est le cas avec nos nouveaux permis de conduire. C'est le cas avec nos nouvelles cartes grises que vous voyez et les plaques d'immatriculation que vous voyez, blanc, fond blanc, écriture noire avec bleu là. C'est des plaques d'immatriculation, on va dire, intelligentes. Il y a un numéro de code barre et un numéro d'identification de la plaque, pas le numéro du véhicule, qui est connecté avec la carte grise du véhicule, parce que dans la carte grise du véhicule, il y a une puce, et qui est connecté à la base centrale. Et là, nous avons une gestion centralisée en ce moment de tout le système, donc des cartes grises, des licences, des agréments et des permis de conduire. Des cartes d'identité. J'en viens. Bon, ça, c'est l'interfaçage qu'on fera avec les cartes d'identité et les autres services. Ça, c'était le premier. On l'a réussi en ce moment. Je peux vraiment vanter, effectivement, cet exploit parce que c'est très considérable. Et nous avons la dernière technologie en matière. Oui, j'en viens. On a la dernière technologie en matière déjà de sécurisation de documents et de connectivité même de documents de transport. On a
données à la police et à la gendarmerie. On a déjà fait la formation. Les terminaux sous forme de tablettes qui permettent effectivement de lire les informations contenues sur la carte grise ou sur le permis de conduire. D'accord? Donc, à distance, parce qu'on a fait des opérations tests ici avec la police et la gendarmerie, avant de lancer maintenant, globalement, le contrôle routier avec ces tablettes-là. Donc, le dispositif existe en ce moment, fort heureusement. C'est pour dire qu'effectivement, on n'a pas attendu. Donc, le dispositif est là. Ce qui reste. Ce qui veut dire que nous serons tous obligés de changer de plaque d'immatriculation. Ah oui. Ah, tu n'as pas encore changé de plaque. On va lancer le changement. Parce qu'on devait le faire. On devait le faire il y a quelques mois derrière. Là, on est fin prêt pour, comme on l'avait fait sur le permis de conduire, lancer une grande campagne de communication et commencer le remplacement. On avait lancé les plaques il y a une dizaine d'années aussi. Non, on a lancé les plaques pour les nouvelles immatriculations en ce moment. Oui, depuis un an et demi. Ça, on l'avait déjà fait parce qu'il y a un temps, peut-être que vous ne vous rappelez pas, mais les plaques, ce n'était pas ça. C'était pas ça. Ça a été remplacé il y a 20 ans. Exactement. Il y a 20 ans. Maintenant, on est revenu avec les nouvelles technologies, comme il a dit, comme les technologies de communication, pour vraiment connecter tous les objets, permettre d'avoir donc une base de données centralisée. Actuellement, l'avantage que nous avons, notre base de données d'immatriculation et de permis de conduire est centralisée. Ce qui s'est passé il y a 3 ans en arrière, ou 2 ans même en arrière, chaque région avait sa propre base de données, ses propres registres. C'est ce que vous voyez, les TH, chaque région gérait ses propres registres. Ce qui fait que si quelqu'un fait une infraction ailleurs que sa région d'immatriculation, il était difficile d'avoir en temps réel les informations concernant ces véhicules-là. Aujourd'hui, vous me donnez votre plaque d'immatriculation, je vous donne toutes les informations concernant, tout de suite connectées concernant votre situation. Et les permis que nous avons, la carte grise que nous avons, la puce qui est incorporée dedans, il y a toutes les infractions, en tout cas prévues par le code de la route, qui sont déjà téléchargées, et l'application qui permet de gérer le contrôle routier et pour aller, en ce qui concerne les permis, pour aller vers le permis avant. Ce qui reste, c'est le dispositif législatif et réglementaire. Il fallait, dans le code de la route, parce que les Sénégalais sont trop forts, les juristes sénégalais sont trop forts. Un policier ou un agent donc préposé au contrôle technique, s'il a son appareil de contrôle, avec appareil de contrôle, si cet appareil-là, si ce dispositif n'est pas prévu par les dispositions législatives et réglementaires, est nul et non avenu. C'est pourquoi on a refondu carrément le code de la route pour prendre en charge ces nouvelles dispositions. Reprendre le code de la route avec l'avènement du TER. Le TER, c'est de la grande vitesse ferroviaire, qui n'est pas encore prévu par le code de la route. Donc il faudra modifier le code de la route pour pouvoir prendre en charge le TER et ses différents aspects de signalisation liés au TER. Le BRT, même chose, les priorités. Donc tout ça, il faudra reprendre ça. C'est déjà fait. Normalement, dans les prochains jours, vous allez voir au niveau, que ce soit adopté en Conseil des ministres et envoyé au niveau de l'Assemblée. Oui, on espère qu'avec ces nouvelles dispositions, que les choses vont évoluer. Il y a un autre aspect. J'espère que ce sera pris en compte. C'est les radars. Oui. C'est sur le dispositif. Je me vois sourire. Non, parce que c'est une obsession. Parce que chaque fois, je me dis à Dakar, les radars, ils ont commencé. Dans les régions, un peu partout. C'est le même projet. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'excès de confiance. Oui. Mais il y a surtout l'excès de l'indiscipline. Merci. C'était pour ne pas pointer. C'était pour ne pas pointer ça. Oui, il y a le facteur dissuasif. Si les gens savent qu'ils peuvent recevoir des contraventions chez eux sans avoir affaire à un policier, ils vont faire attention. Vous grillez un feu, le radar se déclenche. Vous avez été pris en photo, vous ne pouvez pas contester. Vous contestez, on vous envoie la photo chez vous, avec autographe si vous voulez bien. Et là, vous payez. Il y a toute une économie de l'indiscipline qui aurait pu nous permettre de gagner dans ce pays beaucoup d'argent, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui se comportent mal sur les routes et créent des accidents. Et on a l'impression que c'est l'impunité. Il suffit de prendre les artères de Dakar. Qu'est-ce que vous voyez? Vous avez 2 fils, les gens attendent, et pendant ce temps, vous avez d'autres automobilistes, chauffeurs, qui prennent les trottoirs, soulèvent le sable, mettent en danger la vie d'autrui, et on a l'impression qu'ils ne risquent absolument rien. Le radar, comme les caméras, réglerait le problème. 25 000 francs pour celui qui prend les trottoirs, là où les piétons devraient marcher,
Et je pense que là, en collaboration avec la police, la gendarmerie, moyennant peut-être effectivement un intéressement, ça aussi il faut penser. Aux États-Unis, en France, qu'est-ce qu'il ne faut pas penser? Il n'y a peut-être pas corruption parce qu'on dit aux policiers, écoutez, si vous prenez 10 000 francs de prévention chez le chauffeur, les 3 000 francs vous ont reversé, les 7 000 francs vont dans les caisses de l'État. Mais ça permet de réduire beaucoup de problèmes. Et j'espère que penser la sécurité routière, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a plusieurs départements ministériels qui doivent, je pense, travailler en synergie pour trouver une solution pour qu'on arrête, en tout cas, d'avoir ces chiffres alarmants, les statistiques. Et je ne sais pas à ce niveau-là ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette question. Moi, je suis tellement... Parce qu'on est un peu rattrapé par le temps. Oui, je suis tellement content et je suis rassuré. Parce que ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Tout ce qu'il est en train de dire. Vous êtes en train de le faire. C'est pris en charge. Les radars, vous l'avez vu. C'est nous-mêmes, ministère des Infrastructures, des Transporteurs et des Désenclavements, qui avons acheté les radars mis à la disposition de la police et de la gendarmerie et ont fait la formation. Vous m'aviez vu avec le président de la République il y a peut-être un peu plus d'un an ou un peu moins, au Palais de la République, après le Conseil de sécurité, le président a réceptionné ce matériel-là avec la police et la gendarmerie. Avec mon ministre, on a donné ce matériel-là. Et toute cette formation-là, allez sur l'autoroute à péage. Les radars qui sont utilisés par la gendarmerie, ils sont là. Regardez l'investissement qui est en train d'être fait avec donc, la mise en place des lampadaires au niveau de Dakar. Toutes les lampadaires, la plupart des lampadaires sont équipés de caméras. De caméras. Si vous allez dans ces pays-là, il y a les radars, mais aussi il y a des caméras. Donc on est sur la bonne voie, parce qu'effectivement, tout ce qu'il est en train de dire, c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Peut-être le rythme est un peu lent. Il faudra peut-être soutenir carrément le rythme, mais ce qui est en train d'être fait. Bon, il a parlé aussi de l'encombrement sur les contradictions dont il parlait là. Là, je vais ramasser rapidement. Bon, l'encombrement, c'est vrai, il y a un problème. Les charrettes, il y a les charrettes, mais dire qu'effectivement, il faudra... légiférer. Non seulement on a légiféré, mais il y a des actes d'incivisme ou de vandalisme. Il y a beaucoup d'artères, sinon on prend le cas de Dakar, qui sont interdits de circulation pour des calèches. Sur l'avenue Bourguiba, sur Front de Terre, sur la Nationale, sur l'avenue Seydina Limamoulaye, c'est interdit avec des panneaux. Et on ne parle même pas de maltraitance animale, parce que ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Donc c'est pourquoi, effectivement, le ministre en charge du désencombrement avait commencé cette activité-là. Juste pour terminer, parce qu'on me met un peu la pression, c'est par rapport juste à la communication, vous en avez parlé. Nous, de notre temps, on avait une émission qui passait à la RTS, qui parlait de prévention routière. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes en collaboration avec la RTS pour faire une émission hebdomadaire ou bien 2 ou 3 fois par semaine, ne serait-ce qu'une capsule, pour vraiment sensibiliser les gens? Parce que j'ai de plus en plus l'impression que les gens ne savent pas, les gens ne lisent pas les panneaux. Quand vous parlez tout à l'heure de signalisation au sol, ça, on n'en parle même pas, les gens ne savent même pas ce que ça veut dire. Donc il y a beaucoup de choses, je pense, qu'il faudrait faire au niveau de la communication. Dernière chose, après vous allez répondre aux deux en même temps, c'est par rapport à... vous avez parlé du BRT, du TER, parce que on voit, comme dans tous les pays, par exemple, vous imaginez en France, comme c'est le pays qu'on connaît peut-être le mieux, vous avez une grève des transports en commun, personne ne circule, parce que tout est bloqué. Si chacun sort sa voiture, personne ne roule, parce que tout le monde ne peut pas rouler en voiture. Les gens garent leur voiture et prennent le transport en commun. Prennent les transports en commun, c'est comme ça que ça se passe dans tous les pays où vraiment l'urbanisation s'est développée. Nous, je pense qu'on tend vers ça. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, pour pouvoir avoir des transports en commun qui sont vraiment convenables? Oui, donc c'est ça, c'est la promotion des transports de masse, le TER, le BRT, c'est ça sa pertinence. Les gens sont en train d'épiloguer, en tout cas polémiquer sur le coût du TER, le coût du BRT, et ainsi de suite. C'est pas ça. Si vous avez à l'esprit, donc, on va dire, les bénéfices socio-économiques, la rentabilité socio-économique, et de tout ce que ça peut rapporter en termes, je l'avais dit, c'est très rentable d'investir pour infléchir ces tendances sur le coût des externalités négatives liées au transport. Donc c'est vraiment la politique que nous sommes en train de mener. Donc vous avez vu les artères qui sont en train d'être repris à Dakar, le projet matière avec les autoponts pour améliorer effectivement la mobilité à Dakar, ainsi de suite. Donc tout ça c'est en train d'être pris en charge. Maintenant, par rapport à la communication. Par rapport à la communication,
Donc là, très prochainement, peut-être, on va revenir au niveau de la RTS, de certaines chaînes, pour faire les 5 minutes de la sécurité routière. Ah, il le faut. C'est important. Les 5 minutes de la sécurité routière, ça, on l'a déjà... Malheureusement, on devait le faire parce que le chef d'État avait déclaré l'année 2020 année de sécurité routière. Mais malheureusement, le Covid est venu après. C'était l'année de la Covid. Voilà. Tout a été mis à l'eau. C'est très pertinent. D'ailleurs, si vous avez, au niveau des radios, il y a une émission hebdomadaire. Bon, je ne veux pas citer à la place. Là, on parle Nous, de on se rappelle Karangayon. de feu Boubacar Ndiaye qui venait tout le temps. Qui venait tout le temps. Là, vraiment, c'est ça. Là, on est prêt à revenir sur ça. Et c'était vraiment bien parti. Donc, mais malheureusement, l'année Covid nous a tous bloqués. Mais là, on est sur l'amorce, on est en sur la relance. Nous sommes très heureux de vous avoir accueilli sur ce plateau, vraiment, M. Cheikh Omar Gueye, parce que vous êtes dans un secteur vraiment névralgique. Vous avez une grosse responsabilité, je ne sais pas si vous, si vous en êtes conscient. Donc, nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Nous vous souhaitons une bonne continuation. En tout cas, merci à l'une, merci professeur. Merci. Ça a été très pertinent. Merci. Vraiment, c'est un plaisir de venir toujours à la RTS. C'est la chaîne nationale, c'est la chaîne officielle, donc pour permettre à l'État de montrer la politique que le chef de l'État est en train de faire. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons poursuivre cette émission avec un enseignant, chercheur, écrivain et manager. Il est le fondateur de la structure Téléécole. Il vient nous parler ce soir de la nouvelle plateforme gratuite Live Edu qu'il vient de mettre en place au Sénégal. De son vrai nom, Hassan Mboup, nous avons le plaisir d'accueillir Mr. Blue. Alaykoum salam wa rahmatullah. Bonjour. Je ne sais pas si je dois dire Mr. Blue ou Cheikh Hassan. C'est comme vous voulez. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. C'est toujours un plaisir de vous recevoir.